Pas toujours simple de gérer toutes les contraintes des réseaux sociaux, les algorithmes sont de plus en plus exigeants. Prenez LinkedIn, comme tous les réseaux, ils ont une dent contre les liens externes. Normal, ils veulent que vous restiez chez eux. Oui mais bon, moi si j'écris des posts, c'est aussi pour vous parler de ce que je fais. Du coup, on est nombreux à mettre nos liens en commentaire, histoire de ne pas être pénalisés par l'algorithme. Mais alors là, merci la charge mentale, j'ai déjà 1000 choses à penser. Si en plus je dois revenir sur chaque post que je planifie pour ajouter un lien en commentaire, je vais exploser. C'est là que Swello, mon partenaire, entre en scène. Avec Swello, vous programmez votre post et votre lien en même temps, sans avoir à y revenir. Votre charge mentale vous dira merci. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20% et vous pouvez même l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Pour en profiter, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 140. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je vais pas vous mentir, je me suis un peu servi de mon podcast pour réaliser un rêve de gosse. Discuter avec l'une des personnes dont j'étais le plus fan lorsque j'étais ado. J'y suis allée au bluff, je lui ai envoyé un mail pour lui proposer d'intervenir sur le podcast du marketing. Le lendemain, je reçois un coup de fil. « Bonjour Estelle, c'est Edgar Gros-Piron. » J'ai été soufflée. Si vous ne savez pas qui est Edgar Gros-Piron, laissez-moi vous donner son palmarès. Edgar est triple champion du monde, champion olympique et multimédaillé olympique en ski de boss. Et de sportif de haut niveau, Edgar est devenu entrepreneur et conférencier. J'avais 12 ans lorsqu'il a été sacré premier champion olympique de ski de boss de l'histoire et il avait l'air tellement cool, décontracté du genre zéro pression, la vie est un jeu. Autant vous dire que je suis immédiatement devenue fan, comme toute une génération d'apprentis skieurs d'ailleurs. Donc je vous l'avoue, quand j'ai invité Edgar, c'était d'abord pour me faire plaisir. Et j'ai pas été déçue, d'abord parce qu'il a tout de suite accepté, ce que j'ai trouvé complètement dingue, et ensuite parce qu'il est littéralement aussi cool et sympa en vrai qu'à la télé. Je suis doublement fan. Alors, c'est pas pour parler de ski de boss que j'ai demandé à Edgar de venir sur le podcast du marketing, mais pour parler de plaisir. Personnellement, j'ai toujours pris les grandes décisions de ma vie en fonction du bonheur que ça m'apportait. Du coup, évidemment, le plaisir tient une place centrale dans ma philosophie de vie, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère professionnelle. Mon métier, mon entreprise, mon activité doit servir mon bonheur. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas toujours été le cas, et je sais que c'est malheureusement pas toujours le cas pour tout le monde, même quand on est à la tête de sa propre entreprise. Alors puisqu'Edgar a toujours l'air de prendre du plaisir dans tout ce qu'il fait, et que très franchement, ça lui réussit, je lui ai demandé de nous expliquer comment faire pour que plaisir rime avec succès. Et encore une fois, j'ai pas été déçue. En plus d'être vraiment un mec très cool, Edgar a une analyse super fine de la question. Je vous préviens, grosse leçon en perspective. Si vous êtes prête à remettre en cause toutes vos croyances sur le succès, je vous invite à écouter cet épisode avec Edgar Gros-Piron. Bonjour Edgar et bienvenue sur le podcast du marketing. Merci Estelle, c'est un plaisir. Je suis super heureuse de t'avoir avec moi sur le podcast du marketing. C'est vraiment un bonheur de te recevoir. On va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat, on va parler de mindset, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour rester toujours au top de sa motivation. Mais avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, il y a plein de gens évidemment qui te connaissent ou en tout cas qui connaissent une partie de ta vie, Edgar. Mais pour les gens qui auraient vécu dans une grotte ces 30 dernières années, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais, Edgar ? Ouais, je te remercie. Moi, donc, c'était il y a 30 ans, donc les gens qui sont nés
Il y a moins de 30 ans, ne me connaissent pas. Il y a 30 ans, j'ai gagné les Jeux Olympiques en ski de boss à Albertville. Donc, c'était les derniers Jeux Olympiques qu'on a eu en France. Bientôt, on a Paris, donc ça va être de nouveau une belle fête. Et le fait de gagner des Jeux Olympiques en France, dans mon propre pays, c'est vrai que ça m'a donné une exposition médiatique assez extraordinaire. Au-delà de ce titre olympique, j'ai une carrière qui a duré à peu près 10 ans, au cours de laquelle j'ai gagné tous les titres de champion de France, d'Europe, du monde, numéro 1 mondial, jusqu'à champion olympique, même plusieurs médailles. En gros, j'ai ramené une sorte de palmarès qui a fait référence pendant longtemps, qui a été dépassé depuis, là, récemment, par un Canadien, mais qui a fait référence pendant longtemps dans ce sport. Et si j'ai laissé une trace, et je pense que ça fait partie aussi du plaisir qu'on a à échanger, c'est que à chaque fois que je fais les choses, dans le sport comme aujourd'hui, mais ça les gens le savent moins, moi j'ai toujours cherché à m'éclater dans ce que je faisais parce que j'ai toujours considéré que le plaisir c'était la source première de la performance. Du coup, ça se transpirait quand je faisais du ski et je pense que c'est la marque que j'ai laissée, c'était un mec qui était cool, enfin voilà, mais qui se prenait pas au sérieux, mais qui quand même faisait des résultats. Donc il y avait quand même un travail sérieux Eh derrière. ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que ce que tu transmets, alors j'allais dire transmettais, mais ce que tu transmets, c'est vraiment ce côté, euh, on n'est pas obligé d'être tout le temps strict et juste sérieux pour réussir, pour bien faire et pour bien bosser, et, quel que soit notre domaine hein, d'ailleurs, mais on peut s'éclater, prendre du plaisir, et c'est ça aussi bosser, c'est peut-être ça aussi bien bosser, c'est prendre du plaisir. Bah, souvent, je pose la question à des gens, je leur dis, à des gens qui me disent, ouais, c'était dur, j'en ai chié, mais j'y suis arrivé. Et la question que je leur pose, c'est si ça avait été facile et si tu t'étais éclaté, est-ce que tu serais arrivé plus loin ou est-ce que tu serais arrivé plus vite? Et là, si tu veux, c'est la question qui tue parce que les gens, ils me regardent, ils me disent, tu m'as eu, parce qu'effectivement, je serais et arrivé plus loin et arrivé plus vite si j'avais pris du plaisir. Je fais, bon, bah, tu vois, donc, euh, bien souvent parce que en fait il faut comprendre que c'est contre-culture. Dans notre culture, il faut souffrir pour réussir. Et donc, quand on est, les gens se mettent voilà, sont dans l'effort, souvent se mettent à souffrir, mais quelque part, les performances qu'ils ont leur conviennent, surtout parce qu'ils ont beaucoup transpiré et que quelque part, le mérite est là. Et moi, je trouve que ça, c'est une idée complètement saugrenue parce que, voilà, si je reviens à cette question, qu'est-ce que ça aurait donné si tu avais pris du plaisir? Ben, je serais allé plus loin, plus vite et plus tôt. Bon, ben, je me dis que ça vaut pas le coup de transpirer, quoi. Et pour ça, il y a quand même des choses à faire. Il faut arriver quand même à trouver sa zone de talent pour arriver à faire ça. Et là encore, c'est un peu contre-culture. Ouais, mais c'est vrai qu'on a un petit peu cette culture du, le travail, c'est besogneux quoi. J'ai envie d'utiliser ce mot-là. C'est un peu faut que ce soit difficile pour qu'on soit méritant quoi. Ce qui est effectivement parfois c'est difficile. Il y a des moments notamment dans l'entrepreneuriat, il y a des moments c'est facile, des moments c'est difficile et ça fait probablement partie de la vie. Mais après tout, pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit difficile et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste s'éclater et prendre du plaisir? Mais aussi parce on donne l'impression que voilà, si c'est trop facile, ça veut dire qu'on ne mérite pas. Donc voilà, ça a pas de sens. Ça veut dire qu'on pourrait faire mieux. Bah oui, on a toujours été un peu baigné dans cet environnement-là, quoi. Faut que ce soit, faut transpirer, quoi. Faut transpirer, faut travailler dur. Tu viens de dire dans notre esprit, si c'est facile, c'est qu'on mérite pas et qu'on pouvait faire mieux. Est-ce que c'était facile? Je reviens à ta carrière de skieur. C'était facile pour toi le ski? C'était facile de Ouais. devenir champion du monde, champion olympique? Ouais. Ouais, j'ai intitulé une conférence Comment gagner facilement la course la plus difficile du monde. Tu vois, Pas donc mal. ouais, mais ouais, parce qu'en fait, c'est aussi le regard que tu portes sur la compétition, enfin sur ce que tu fais, sur ton métier. Tu vois, souvent, je suis avec des gens qui me disent, oh, regarde, c'est chiant, c'est dur, c'est ci, c'est ça. Puis je leur dis, ouais, mais regarde, c'est aussi comme ci, c'est aussi comme ça. Puis du coup, tu as leur regard qui s'éclaire parce que si tu focalises, si tu veux, ton attention sur les trucs difficiles, ça va pas générer la même expérience que si tu la focalises sur les trucs qui t'enthousiasment. Et à la fin de ma carrière, pour reprendre ça, je disais à Nano Pourtier, qui était mon entraîneur, je lui dis, hey, Nano, franchement, c'était cool, je me suis éclaté, j'ai vraiment l'impression, voilà, j'ai fait un truc,
facile. Et il me dit, je lui dis, j'ai pas trop travaillé et j'ai vachement réussi. Et il me dit, t'es fou, t'as travaillé beaucoup plus que les autres. Et je lui dis, bah non, parce qu'en fait, moi, j'ai pas vu passer les heures. Et pourtant, je les ai faites, hein, les heures, mais je les ai pas vues passer parce que je m'éclatais dans ce que je faisais. Alors évidemment, c'est pas tous les jours comme ça, mais au final, j'ai passé plus d'heures. Il y a plus d'heures que j'ai pas vu passer parce que je m'éclatais que d'heures que je voyais passer que je trouvais longues parce que je m'éclatais pas. Ouais, c'est une question aussi effectivement de façon de regarder j'ai envie de dire la vie, j'allais dire les choses, mais c'est une façon de regarder la vie en général. C'est-à-dire que à toi de choisir de donner plus d'importance aux éléments positifs qu'aux éléments négatifs. C'est une question de choix, ça, ou pas, tu crois? Non, de mindset, clairement. C'est Et vraiment c'est une quoi la question d'état différence? d'esprit. Eh ben, je vais te raconter une anecdote parce que celle-là, je l'adore. J'ai 12 ans, je suis au club des sports de la Clusaz, je commence le ski de boss. J'arrive en haut d'un mur de boss, tu vois, avec l'entraîneur, le groupe, là, voilà. La piste 300 mètres de long, 150 de large, 28 degrés de déclivité, 1000 bosses. Moi, qui savais skier, mais pas dans les bosses, qui n'avait pas la technique du ski de boss, je regarde les bosses, je me dis, waouh, moi, je vois pas 1000 bosses, je vois 1000 problèmes. Et ma descente a été catastrophique. Arrivé en bas, je dis à l'entraîneur, je suis pas fait pour ce sport. Il me dit, mais à quoi tu pensais quand tu étais au départ? Donc je lui dis 1000 bosses, 1000 problèmes. Et c'est là qu'il m'a dit, aussi longtemps que tu penseras comme un loser, bah, tu finiras comme un loser. Et là, j'ai dit, oh, purée, il faut regarder quoi? Il faut penser comment? Il me dit, bah, là où toi tu vois des problèmes, le champion, lui, parce qu'il faut penser comme un champion, hein, le champion, lui, bah, il voit des solutions ou des opportunités, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, ok, bah, si c'est qu'une question de regard, je dis, mais comment tu fais, tu vois. Et c'est là que dans les discussions que j'ai eues, j'ai pris conscience que plus ton niveau d'énergie, tu vois, moi j'appelle ça de la motivation, plus ton niveau d'énergie, de motivation est élevé, plus face à une difficulté, tu auras la capacité à en faire une opportunité. Tu vois, des gens dépressifs tu leur proposes des solutions, ils voient toujours le problème dans les solutions. Alors que des gens motivés, tu leur proposes un problème, eux, dans le problème, ils verront la solution. Tu vois? Mais alors, tu vois, si quelqu'un là se dit, ok, ben moi je suis ce petit garçon de 12 ans en haut de la piste et je vois 1000 problèmes, comment je fais? Tu vois, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des façons de changer de mindset et de se dire, ok, moi je veux changer de mindset, mais finalement, comment je fais pour arriver à avoir des opportunités là où je voyais des problèmes? Alors, question d'énergie, donc c'est là qu'il faut gonfler, redoper en fait ton énergie, ton côté, comment dire, ta motivation. Et la motivation, elle vient, pour moi, c'est l'énergie du plaisir déjà, tu vois. Donc, euh, elle vient de plusieurs choses. Elle vient du sens, tu vois. Ta motivation, elle repose sur le sens que tu donnes à ce que tu fais. Si tu viens faire du ski de boss pour frétiller du nombril sous les télésièges, histoire d'impressionner les nanas qui sont, tu vois, c'est Ouais, bien, ouais. mais si tu veux, ça a ses limites. Si tu viens pour y réaliser une carrière, c'est génial. Si tu viens pour, en plus, donner du bonheur aux gens qui te soutiennent, qui t'encouragent, tu vois, ça a plus la même puissance. Plus le sens va être élevé, plus tu vas avoir de l'énergie et de l'enthousiasme à faire ton job. Après, Ouais. c'est l'énergie du plaisir. Donc là encore, le plaisir, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se cultive. D'autant que plus tu prends du plaisir à l'entraînement, moi c'était ça mon motto, plus je prenais du plaisir à l'entraînement, plus j'avais confiance en compétition. Mais pour prendre du plaisir à l'entraînement, il fallait que le travail, l'exigence, tu vois, qui était mise à l'entraînement, soit focalisée sur mes forces. Plus j'étais exigeant sur mes forces à l'entraînement, plus je devenais bon là où, enfin, je m'améliorais là où j'étais bon, moins j'avais le sentiment de voir les heures passer, Mhm. tu vois, et plus j'avais des résultats qui étaient, enfin voilà, qui étaient excellents. Par contre, imagine cette exigence à l'entraînement, tu vois, là où, ce sur quoi tu focalises. Si tu focalises en permanence sur tes défauts, sur tes faiblesses, sur tes manques, tu vois, et tu essayes de corriger ça. Pendant que tu fais ça, tu oublies tes forces, tu vois. Donc tu passes énormément de temps à corriger tes manques, tes défauts et tes faiblesses. Et là, tu vois les heures passer. Et là, tu sens la douleur, la souffrance, voire même le sacrifice.
si ça s'inscrit dans le temps, tu vois, ça devient un sacrifice. Et c'est là que le mot travail, au sens trépalium, tu vois, salle de travail, souffrance, torture, prend tout son sens, tu vois. Et en fait, ça, si tu veux, si je dois donner des grandes masses, si tu passes 80% de ton temps à optimiser tes forces et 20% de ton temps à corriger tes faiblesses, tu es dans le plaisir. Mais si tu fais l'inverse, et bien souvent on fait l'inverse, là, tu es dans la souffrance. Et là, c'est mort. C'est pas possible. C'est un peu, pardon, mais c'est un peu terrible ce que tu me dis, Edgar, là, parce que quand je t'écoute, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, sauf que quand tu dis, en fait, il faudrait pas passer son temps à travailler sur ses faiblesses, à essayer de corriger ses faiblesses, à améliorer, etc., mais travailler sur ses forces. En fait, ce qu'on fait quand je pense à l'école, tout simplement, ce qu'on fait à l'école et ce qu'on fait dans notre société en général, hein, c'est pas pour pointer du doigt l'école, mais quand même, effectivement, ce qu'on fait depuis qu'on est gamin, c'est essayer de travailler ses faiblesses et de s'améliorer, d'apprendre là, d'être meilleur là où on n'est pas bon. Si j'ai pas de bonnes notes en maths, par exemple, je vais essayer de bosser les maths pour être meilleur en maths. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, peut-être qu'on a fondé tout notre système de fonctionnement sociétal presque sur un truc qui est peut-être pas le plus efficace, c'est qu'en fait, il vaudrait mieux aller capitaliser. Tu parlais de talent tout à l'heure, capitaliser sur ses talents, trouver sa zone de talent pour aller plus vite, plus loin. Et est-ce que le fait d'être meilleur dans ses points forts, ça va nous aider, nous tirer vers le haut sur les points faibles aussi, tu penses? Enfin, est-ce qu'il y a une espèce d'effet positif qu'emmène le tout? Bien sûr, plus on travaille, on optimise ses forces, plus oui, on progresse aussi sur ses points faibles. Moi, je pense qu'il faut travailler les points faibles à partir du moment où ils sont éliminatoires. Mais si c'est juste, si c'est pas éliminatoire, c'est pas, il vaut mieux optimiser ses forces. Et tu vois, effectivement, mais tu parles du système scolaire, mais faut comprendre aussi, comment dire, l'ambition du système scolaire. L'ambition du système scolaire, c'est sortir un maximum de gamins, que les gamins soient complets dans leur savoir, leur connaissance. Et donc, évidemment, dans ce système-là, pour que les jeunes soient complets, s'ils sont pas bons en maths, bons en français, on va leur faire travailler plus les maths que le français, parce que l'objectif, c'est qu'ils soient complets. Mais être complet, c'est être aussi un peu moyen partout. Ah ouais. C'est pas forcément être bon partout. Vous prenez Picasso. Est-ce que Picasso était bon en mécanique? Est-ce que Picasso était bon en histoire, en sciences? J'en sais rien. Prenez Einstein. En maths, bon, on discute pas, tu vois, mais est-ce que en histoire géo, est-ce que en peinture, tu vois, est-ce qu'en sculpture, le mec était en musique, tu vois, je sais pas, mais par contre, ce que je sais, c'est que aussi bien Picasso qu'Einstein, dans deux domaines différents, sont allés à l'excellence, tout simplement parce que ils ont passé leur temps à exploiter et comment dire, à et il y a une notion qui est hyper importante en plus, mais à exceller sur leurs forces, tout en restant hyper créatif. Attention, parce que Ah. Einstein, c'est quand même quelqu'un à qui on a dit dans le système scolaire, qu'il avait des idées qui étaient saugrenues, hein, qui n'amèneraient jamais nulle part. Donc, c'est aussi des gens atypiques qui ont eu une espèce un génie, mais le génie de casser les codes. Les codes, les règles qu'on nous enseigne à l'école. D'accord? Donc, Ouais, c'est ça. et tout en étant à l'excellence dans leur domaine de talent. Et c'est ça qui est intéressant. Mais alors du coup, tu vois, ça me fait venir une question. Comment je fais est-ce qu'il y a une recette d'ailleurs? J'en sais rien. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa zone de talent? Peut-être pour certaines personnes, c'est une évidence. Tu vois, tu as des gens qui sont super forts en maths et c'est une évidence. Mais si c'est pas une évidence, est-ce qu'il y a Alors, une façon de trouver ce en quoi on est bon? être super fort en maths ou en langue, c'est bien parce que quelque part, effectivement, du point de vue de la société, c'est un avantage. Ah, il est bon en maths, il va être ingénieur. Il y a des filières pour ça. D'accord? Être bon en Mhm. chant, en musique ou en peinture, voire en sport, il y a des filières aussi, mais c'est des filières secondaires. Donc en fait, on va demander aux gens de se compléter sur des filières quand ils sont bons sur des filières secondaires, tu vois, et de devenir au moins aussi bons dans des filières prioritaires, tu vois. Et c'est peut-être là qu'on se trompe parce qu'on n'arrivera jamais à sortir un Picasso, tu vois, si on lui demande d'être bon en maths Ah, c'est enfin sûr. d'être aussi bon en maths ou en français ou en langue qu'il est bon
tu vois, ou en droit, qu'il est bon Ouais. en sculpture ou en peinture, tu vois. Et donc, c'est là effectivement. Alors, tu me demandes, mais comment on fait? Parce que c'est pas évident. Ben, en fait, c'est pas évident parce que c'est trop évident de trouver sa zone de talent. La zone de talent, en fait, un talent, c'est une qualité. On va appeler ça alors une qualité innée ou acquise, ça, c'est pas encore trop, on ne sait pas encore trop, qui te permet de faire, de travailler sans effort sur des durées très longues et en obtenant des résultats largement supérieurs à la moyenne. Tu vois. Donc en gros, à partir du moment où tu fais un truc dans lequel tu es absorbé, dans lequel, enfin voilà, et qui va quelque part te passionner, tu vas le sourire, tu verras pas le temps passer, et ben tu es sur un domaine de talent. Tu vois. À partir de là, t'as pas encore trouvé la clé. Parce que ce talent, c'est une qualité de personnelle, d'accord? Mhm. Cette qualité personnelle, il va falloir ensuite en faire un point fort dans un métier particulier, tu vois? Et Ouais. c'est là souvent que le bas blesse, c'est que les gens, tu vois, qui vont, comment dire, avoir un talent. Moi, je vais te donner un exemple, enfin, mon exemple, parce Mhm. que comme ça, il est vraiment, il va être très parlant. C'est que mon talent, moi, je suis quelqu'un de plutôt instinctif. Tu vois, alors à l'école, c'est vrai que je me prends des branlées parce que je fais les choses, je réfléchis après. Tu vois, c'est ça. Je suis Ouais. instinctif, c'est à je fais, puis c'est après que je réfléchis, puis je progresse parce que, tu vois, comment dire, j'avance par essai et erreur. Ouais. D'accord. Donc, je suis instinctif. Instinctif, skieur de boss, franchement, c'est quoi le point fort de l'instinct dans le métier de skieur de boss? Il faut creuser, tu vois, un peu. Et ben, il se trouve que moi, ce qui m'éclatait quand je skiais dans les bosses, c'était quand je skiais le plus vite possible. C'est-à-dire quand j'avais pas le temps de réfléchir à ce que je faisais. Et c'est là que j'étais heureux à skier. C'est là que j'avais l'impression, tu vois, de me sublimer, tu vois. Donc, mon point fort dans le ski de boss, c'est la vitesse qui donne un côté spectaculaire et tout. Maintenant, je fais des conférences dans des entreprises. C'est pas là, tu vois, c'est quoi l'instinct? Comment l'instinct va m'aider à développer un point fort dans mon métier de conférencier? Tu Ouais. vois, bah là, c'est pas la vitesse, ça n'a plus rien à voir. C'est un autre point fort. Et le point fort que moi j'ai découvert, c'est l'impro. Tu vois. Et Mhm. là, quand je te dis l'impro, tu dis ah bah oui, normal, il est instinct. Ouais, mais sauf que ça prend un temps. Tu vois, ça prend un certain temps parce que quand on devient conférencier, on se dit bah il faut apprendre des trucs par cœur et puis voilà, et puis il faut faire des gestes, des machins. Tu vois. Et moi ça, à chaque fois que j'essaie, ne serait-ce que je pensais ou j'osais imaginer qu'il fallait apprendre un texte par cœur et avoir une position sur scène telle et telle, si tu veux, pour moi, ça bridait, ça tuait mon instinct, tu vois, et j'entrais en effort colossal dans le métier. Et je me Ouais. disais, mais jamais je ferais des conférences comme ça, tu vois. Et par contre, je me suis dit, non, mais moi, je suis un mec instinctif, j'aime bien, tu vois, être dans l'impro. Et donc, pour développer ça, j'ai pris des cours d'impro, des cours de théâtre d'impro. J'ai Ah, pris une intéressant. coach spécialisée en théâtre d'impro et elle m'a fait travailler ce côté-là. Et donc, j'ai développé cette qualité d'improvisation qui fait que maintenant, euh, j'ai toujours un brief parce que ça fait partie quand même du job. Et puis, si tu veux bien improviser, il faut bien connaître en fait la cible, les Ouais. gens que tu as dans l'auditoire. Et donc, j'ai toujours un bon brief. Mais moi, ce que j'adore, c'est arriver genre 2 heures avant, écouter ce qui se dit et entrer sur scène sans savoir ce que je vais dire. C'est ce que je préfère faire en conférence. Parce que du coup, c'est ce qui fait que je rentre en contact et en relation avec les gens qui sont là. Et c'est les meilleures, enfin pour moi, les meilleures conférences, tu vois, c'est quand je suis dans l'impro total. C'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, ce que j'entends derrière tout ça, c'est parce que tu aurais pu me dire, bah, ma zone de talent, c'était le ski, tu vois. Je pensais que c'était ça que tu allais dire. Moi, j'étais fort en ski, tu vois, dès le départ. Et là, ce que tu me dis, c'est ma zone de talent, c'était alors là l'instinct pour l'entrepreneuriat, d'aller vite, de la vitesse, etc. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est peut-être pas si simple que ça de l'identifier, la zone de talent. C'est pas que une histoire de dire, ben moi, j'aime monter à cheval, donc tu vois le week-end faire des balades sur la plage, donc ma zone de talent c'est monter à cheval. C'est peut-être pas que ça.
Et c'est d'aller chercher des qualités personnelles finalement Voilà, et de voir comment cette qualité-là, elle peut aller s'adapter sur différentes opportunités, différents métiers. exactement, Et finalement, c'est ça que tu nous dis. C'est que exactement. ces qualités-là, Il elles peuvent s'adapter. il faut pas confondre la passion et le talent. La passion, c'est une activité. Donc ça peut être le ski, la peinture, la sculpture, les maths, tu vois, c'est une Mhm. matière, une activité, c'est une passion. Bien souvent, tu te passionnes parce que le regard des parents, tout un tas de choses comme ça, tu vois. Et puis, le talent. Le talent, c'est une qualité. Tu vois, je disais une qualité, c'est donc personnel. Effectivement, c'est un trait de caractère dominant chez Ouais, toi. ouais. Et tu as des gens qui ont comme qualité plutôt d'être très analytiques, d'autres qui sont très intuitifs, d'autres qui sont très empathiques, d'autres qui vont être très, comment dire, tournés, très convaincants. Tu vois, tu prends des politiques, par exemple, c'est des gens qui ont cette force de conviction qui est un talent pour eux, tu vois. Et tu en as d'autres, voilà, t'en as d'autres qui sont plutôt des gens très en retrait, tu vois, mais par contre, qui ont une puissance, un imaginaire très grand, donc ils deviennent des très grands créatifs. C'est des qualités, et c'est à partir de ces qualités personnelles, de ces traits de caractère dominants, que j'appelle des talents, que tu peux développer des points forts dans un domaine, dans un métier. Et tu vois, si tu es instinctif, c'est quoi le point fort si tu manages des gens? Tu vois, là encore, Mais c'est ouais. intéressant de voir comment tu peux traduire ce talent dans ton management, quand tu manages des équipes, ou si tu es chef de projet, ou enfin voilà, ou si tu vends tes prestations. Tu vois, c'est hyper intéressant de savoir exactement sur quoi tu vas t'appuyer et comment tu vas le cultiver, tu vois, pour développer le talent. Parce que, si tu veux, je dis, c'est pas évident parce que c'est très évident de trouver son talent. Ce qui rend le truc très évident, c'est que bah, c'est le truc facile et c'est là où tu as le sourire, mais ce qui ne le rend pas évident, c'est qu'on nous a toujours dit euh, fais pas ci, fais pas ça, tu vois. En fait, on nous a appris à détourner le regard de là où on était bon pour se focaliser là où on n'est pas bon. Tu vois. Alors, tu es un mec analytique, on va te dire, ouais, mais sois un peu créatif, tu vois, Ouais. sors de, tu vois, enfin, sois un peu, comment dire, laisse-toi aller, lâche prise, tu vois. Et puis, si tu es quelqu'un un peu cool, on va te dire, allez, sois sérieux, tu vois, parce que c'est Ouais, c'est beaucoup vrai. plus facile de dire aux gens ce qu'ils ne sont pas que de les renforcer sur là où ils sont bons. Et alors pour identifier du coup, si on se dit bah OK, moi là j'ai envie d'identifier ma zone de talent, la meilleure chose à faire c'est quoi? C'est de se poser seul et de réfléchir? C'est quoi? C'est de se Non, poser non, face non. à une feuille blanche? C'est comment tu Non, non, fais? non, 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 non. Il y a des outils qui servent, qui sont très utiles et très intéressants à utiliser pour découvrir. Alors, tu as les talents d'une manière générale, et puis tu as des outils de profil de personnalité, comme le disque, comme la processcom, comme l'énéagramme, comme tout un tas. Enfin, voilà, Ah, il y a tout un tas d'outils qui permettent le MBTI, qui permettent de détecter en fait des zones de talent. Puis après, bah, ça peut être intéressant avec un coach d'aller creuser un peu le sujet. Je dis un coach parce que je trouve intéressant le travail du coach qui a un rôle miroir toujours, mhm. voilà, qui va te permettre de prendre conscience de tes talents et ensuite de comment en faire des forces dans ton domaine. Super intéressant, super intéressant. Ouais, donc toi tu conseillerais de travailler pour les gens qui le peuvent ou qui en ont l'occasion, de travailler avec un coach pour aller identifier ces éléments-là. Ben, moi, je le conseille pas. Pour moi, c'est la base. C'est Ah, même la base de la vie. Tu te rends compte si tu passes une vie entière à côté de ta zone de talent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas passer ta vie entière à faire des trucs moyennement parce que tu es moyen sur ces domaines. Donc, tu vas les faire en étant en effort permanent. Tu vois, tu vas passer à côté de tes forces, donc ta puissance intérieure. mhm. Passer ta vie, tu as envie de passer ta vie à côté de ta puissance intérieure. C'est-à-dire, tu sais qu'au fond de toi, il y a un feu qui brûle, il est là, et machin, mais à force de pas t'en occuper, ben, ça devient, tu vois, il est consumé, il brûle plus, tu vois. Il suffit de ressouffler dessus pour remettre, tu vois, repasser un peu de temps, tu vois, réfléchir à ça, et là, tu vas le faire reprendre, et là, tu vas avoir le feu à l'intérieur, et je peux te dire que tu vas faire, enfin, c'est là que tu as le sourire. C'est là que tu vas faire les choses avec du plaisir et tu vas retrouver le sourire et du coup, tu vas avoir la confiance.
C'est, enfin, pour ça, et l'exercice le plus difficile pour faire ça, c'est de dépasser le regard de tes proches. Ouais, parce que c'est sûr qu'on se construit quand même un peu tous, soit en opposition, soit pour aller En vers le adéquation. regard approbateur, hein, bien sûr. Ouais, exactement. Mais ce que j'entends là derrière ça, c'est de dire, à un moment donné, il faut réussir à s'en détacher pour pouvoir aller voir ce qu'on a nous au fond des tripes et puis aller faire ce qui est finalement bien pour nous. Bah bien sûr, bah bien sûr. Donc ça, c'est tout l'enjeu. Et donc, arriver à se détacher, si tu veux, c'est le premier obstacle. Se détacher, tu vois, les gens disent, ouais, mais je ne crois pas. Non, il faut arriver à se détacher de ses peurs, peur du regard des autres, et souvent, c'est l'entourage proche. Mhm. Ça peut être d'abord les parents. Donc, arriver à se détacher de ça, c'est le premier obstacle, tu vois. Et, Super intéressant. mais quand tu trouves quand tu as la flamme dedans, je vais te dire, c'est l'obstacle, tu le passes plus facilement. Ouais, et c'est là qu'on arrive j'allais dire kiffer, mais je pense que c'est le mot, à kiffer vraiment ce que tu fais. Et je reboucle sur ce que tu disais au tout début, c'est de se dire, ben, moi, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai pas l'impression que c'est dur, j'ai l'impression que c'est facile de devenir champion olympique, champion du monde, parce qu'en fait, tu prenais plaisir à faire ce que tu étais en train de faire parce que tu étais et sur ta zone de talent et sur la passion. En fait, c'est ça, hein, si je comprends bien. C'est de trouver l'espèce d'alliance entre ta zone de talent et quelque chose qui te passionne. Si tu les mets ensemble, c'est le combo gagnant. Voilà, tu t'éclates dans ce que tu fais. C'est ça l'idée. Bah, disons que la passion, c'est un plus. Tu vois, le faire dans un domaine de passion, quelque part, c'est un plus. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est hyper intéressant d'aller découvrir, là encore, comme là, on a creusé. Tu as vu, on a bien creusé sur le talent. Comment, tu vois, qu'est-ce que c'est, comment ça se détecte, comment le transformer dans ton métier en un point fort, etc. Donc, on creuse un peu. Mais la passion, c'est la même chose. Là, se dire, ouais, qu'est-ce qui me passionne? Monter à cheval, faire du ski, peindre ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est voyager, tu vois. Ok, mais en fait, là aussi, ça nécessite d'être raffiné, une passion. Pourquoi tel ou tel domaine te passionne? Pourquoi la Ouais. peinture te passionnerait plus que jouer de la trompette ou plus que, je sais pas, enfin, faire des mathématiques, Ouais. tu vois? Il y a deux choses derrière. Il y a toujours une notion de regard et il y a toujours une quête de besoin, de satisfaction de besoin personnel que tu as. Moi, j'ai aimé le ski parce que j'étais dehors, parce que j'avais de l'énergie à revendre, parce que j'aimais me défouler, parce que j'aimais être avec des potes, j'aimais voyager, j'aimais découvrir le monde, j'étais curieux. Tu vois, le ski a nourri ses besoins Mhm. et en plus, donc, il m'a permis quelque part, il y avait le regard de mes parents qui était bien par rapport au ski, qui était nul par rapport à l'école. Tu vois, à l'école, j'étais un nul pour mes parents, mais au ski, j'étais un dieu pour Mhm. mes parents. Tu vois, enfin un dieu. Ouais, t'étais super. Non, mais t'étais super fort, donc ils étaient super fiers, Voilà, j'imagine. je les rendais fiers quand j'avais des skis aux Mhm. pieds et pas du tout quand quand je rentrais de l'école avec des punitions notamment. Je rentrais souvent avec. Donc, si tu veux, il y a une notion de regard, si tu veux, effectivement, comme tu le disais, d'adéquation au regard des parents. Si je m'étais construit en opposition au regard de mes parents, j'aurais rejeté le sport et je serais sans doute allé faire un truc que eux n'aiment pas, Ah ouais. juste pour les faire chier. Donc Ouais. ça, c'est se construire en... Mais tu te construis donc toujours par rapport au regard de tes parents. Tu ne peux pas ne pas te construire par rapport au regard de tes parents. Tu vois, parce que soit c'est en opposition, soit c'est en adéquation, Mhm. c'est jamais dans l'indifférence. Et c'est jamais neutre. Enfin, c'est jamais Ouais. neutre, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas ne pas communiquer. Ce n'est pas neutre, la communication. Que tu dises quelque chose ou que tu ne dises rien, il y a un message dedans qui est contenu. Bah, c'est pareil par rapport au regard. Donc, il y a ça, plus la réponse à la satisfaction des besoins personnels, tu vois, qui sont les tiens. De quoi tu as besoin. Et ça aussi, mais ça aussi, c'est un truc, mais il faut le travailler. De quoi tu as besoin pour être bien dans ta peau, pour être bien dans ta tête tous les jours? Qu'est-ce que tu dois cultiver tous les jours pour être bien dans ta peau, bien dans ta tête, bien dans tes baskets? C'est Tu vrai que c'est dois, fou qu'on se pose pas cette question-là. tu C'est dois c'est une lire, question bah qu'on se ouais, pose quasiment. Enfin, moi, je ne suis pas bah sûre non. de m'être réellement posé la question, Estelle, de quoi tu as besoin pour être bien? C'est vrai que Est-ce que c'est. tu dois lire, Ouais. rencontrer des gens, voyager? Est-ce que tu dois, je sais pas, écouter de la musique, faire du sport,
Quel type de sport? Est-ce que tu fais un sport collectif, un sport individuel? Est-ce que tu as besoin d'être tout seul? Donc, auquel cas, tu peux faire un sport individuel, tu vois, où tu verras personne, tu vas courir, tu vois. Et tu trouves la synthèse souvent dans une activité qui va répondre à plusieurs besoins. Et toi, mais pareil, tu veux être bien dans ta peau, bien dans ta tête, dans tes baskets, bien dans ton job, ben, si tu veux, tous les jobs peuvent te permettre. C'est pas le job qui te permet de répondre à tes besoins, c'est la manière dont tu exécutes un job qui va te permettre ou pas de répondre à tes besoins. Ouais, ça, je pense que c'est effectivement quelque chose de super important. Encore une fois, on parlait de mindset au tout début, mais c'est ça, c'est la façon dont tu vas regarder les choses, la façon dont tu vas un petit peu modeler les choses pour que ta vie te convienne. Et on parle souvent, on entend souvent en ce moment d'équilibre vie pro, vie perso. Ben c'est ça aussi, c'est de savoir où est-ce que tu veux mettre l'intérêt, quelle place tu veux donner aux choses, qu'est-ce qui prend le pas, est-ce que c'est ta vie au service de ton boulot au service de ta vie. Finalement, tout ça, c'est une question d'état d'esprit et de regarder les choses et de se donner le temps peut-être de regarder les choses. Je voudrais qu'on parle une seconde, on l'a un petit peu évoqué, on a parlé de talent, on a commencé à parler de passion. Alors, on pourrait parler des heures et des heures, hein, Edgar, c'est sûr. Mais je voudrais juste qu'on parle une seconde de passion, parce que ce que tu me disais, c'est que la passion, le talent, ça permet voilà, de vraiment trouver l'élément qui va faire que notre vie va être vraiment super agréable, et vie pro et vie perso d'ailleurs, j'imagine. Mais il y a des gens qui perdent un petit peu le sens et la passion dans leur boulot. Et je crois que tu as une masterclass là-dessus qui donne vraiment des clés pour essayer d'aller comprendre comment les choses se passent et où est-ce qu'on peut aller. Est-ce que tu peux nous dire, alors tu vas peut-être pas nous dévoiler toute la masterclass, je crois qu'elle a bientôt lieu, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il en retourne? Ouais, j'ai voulu faire une masterclass différente des autres parce que je voulais poser des fondations. Je pense que entreprendre, c'est pas juste, enfin, c'est pas réussir dans sa boîte. Comme tu le disais, c'est voilà, il y a une notion d'équilibre qui est importante, et je pense que tu dois mettre en fait ta boîte. Moi, je pense que tu dois mettre ton métier au service de ton propre accomplissement personnel et professionnel. D'accord? Donc, en fait, euh, euh, et d'ailleurs, tu ne choisis pas d'entreprendre pour sacrifier ta vie personnelle au profit de ton métier. Généralement, la grande majorité des gens quittent des boîtes où ils mettaient justement leur vie personnelle au service de leur job. Donc, ils sacrifiaient leur vie personnelle pour leur job et leur entreprise, et ils ont décidé d'arrêter cette logique-là pour se réapproprier leur agenda et leur pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils se mettent à leur compte pour mettre leur job au service de leur propre accomplissement et leur propre équilibre de vie. Pour faire ça, il faut poser des bases fondamentales qui consistent non pas à réussir dans son entreprise ni à réussir sa vie, mais à trouver cet équilibre-là. Et cet équilibre, moi, je l'ai travaillé, voilà, j'ai travaillé sur 9 thématiques au sein de ma masterclass, et des thématiques qui sont assez profondes, où on va parler des passions, on va parler des besoins, on va parler des valeurs, comme on en a parlé un petit peu là, on va parler des talents aussi, on va parler aussi des sujets qui sont plus irritants, la relation à l'argent, mais tu es obligé de clarifier ta relation à l'argent si tu veux vivre, si tu veux trouver un équilibre, une synthèse, si tu veux pas que ton boulot te croque en fait ta vie personnelle, il faut que tu aies une relation à l'argent qui soit apaisée, et ça, c'est hyper important de travailler sur cette relation qu'on a à l'argent, qui est un truc dont on a hérité. Parfois, il y a plusieurs générations qui s'empilent et qui, tu vois, et des messages comme ça qui te viennent et qui font que tu vas développer une relation à l'argent qui peut être assez toxique. Donc, il y a ça. Il y a aussi tout ce qui va, on travaille autour des croyances limitantes. Et puis après, on travaille aussi sur le projet, sur le plan d'action. Et voilà, pourquoi le projet et le plan d'action? C'est pas un projet professionnel, c'est un projet global. Tu vois, moi, je me suis rendu compte, parce que dans ma vie, que à un moment donné, je culpabilisais quand j'étais à la maison. Tu vois, quand j'étais à la maison, je me disais, il faut que je fasse bouillir la marmite. Puis quand j'étais au boulot, je me disais, il faut que je vois grandir mes enfants. Tu vois, c'est-à-dire que j'étais jamais bien, ni dans l'un ni dans l'autre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il me manquait un projet de vie. Tu vois, et quand j'ai bâti le projet de vie,
tu vois, avec ma femme, et on a déterminé, si tu veux, le temps que je voulais passer au travail, c'était clair, le temps où la priorité était aux enfants, enfin à la famille, aux enfants. Bon, bah, les choses étaient d'un coup beaucoup plus limpides et il n'y avait plus de culpabilité ni dans un sens ni dans l'autre. Tout ça parce que le projet de vie a été construit. Donc c'est aussi ça qui était important. Du coup, c'est ce qui a fait que j'ai inventé le métier. Enfin, j'ai pas inventé de métier, mais j'ai le métier tel que je voulais le faire. Je l'ai inventé pour qu'il soit cohérent par rapport à mon projet de vie. Ouais, C'est-à-dire je en pense que termes de c'est vraiment rythme. le. Hmm. C'est ultra, ultra, pardon, je te coupe, mais c'est ultra. Enfin, pour moi, c'est essentiel. Je pense que tout entrepreneur, comme tu le disais à la base, on devient entrepreneur aussi un petit peu pour ça. On y arrive plus ou moins, hein. Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui finalement se laissent complètement happer par le boulot de l'entreprise. Mais à la base, c'est quand même pour ça. Souvent qu'on devient entrepreneur, c'est pour se réapproprier sa propre vie finalement, et puis pouvoir choisir les priorités qu'on donne, quoi, quand, à quel moment, et au final avoir une vie apaisée, équilibrée, qui nous fasse plaisir. Enfin, après, on met les termes qu'on veut derrière, mais en tout cas, la vie qui nous convient. Écoute, merci infiniment, Edgar. On a parlé de plein de choses, et on pourrait parler des heures. Franchement, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté là aujourd'hui dans cette discussion. J'invite tout le monde à s'inscrire à ta masterclass. Moi, j'ai déjà suivi certaines de tes masterclass, mais je vais m'inscrire à celle-ci aussi parce que je pense vraiment que c'est des sujets. T'as raison, on devrait tous se poser la question, mais de quoi j'ai besoin? C'est une vraie question. C'est une question super simple en soi, et finalement on se la pose. En tout cas, moi, je ne suis pas sûre, et pourtant je suis très axée sur le plaisir et voilà, vivre la vie qui me plaît. Mais je suis pas sûre de m'être posé cette question-là. Donc tu vois, c'est vraiment un vrai point que je trouve important. Je mettrai les liens, bien sûr. La masterclass, c'est bientôt, hein, c'est dans les prochains Ouais. jours. Je mettrai les liens d'inscription, bien sûr, sur les notes de cet épisode. N'hésitez pas. Edgar, si on veut te suivre, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut, voilà, où est-ce qu'on peut aller, dis-moi. LinkedIn, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif, où je publie le plus régulièrement. Après, si vous venez sur mon site internet, donc www.grospiron.net, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, et là, tous les mois, vous aurez aussi du contenu. Sur mon site, j'ai un blog aussi où je publie pas mal d'articles. Bah, si vous voulez des interactions en live, c'est les masterclass. Parce que notamment cette masterclass qui s'appelle Réussir sa vie d'entrepreneur, c'est des promos de 50 personnes seulement. Donc, il faut vraiment voir que c'est pas du tout ce que font les autres producteurs de masterclass. Mhm. Moi, c'est vraiment des petits groupes et c'est 9 semaines et 1 heure et demie par semaine avec 50 personnes sur Zoom en live, et on bosse sur ces sujets. Il y a des Super. vidéos, bien sûr, entre les sessions, on travaille sur des vidéos, il y a des fiches de coaching, mais il y a les sessions qui sont là. Et les sessions, elles te garantissent une assiduité, un accompagnement et une puissance, parce qu'il y a de l'intelligence collective qui est à l'œuvre. Il y a une puissance dans la réflexion qui est assez géniale. Et donc voilà, c'est assez. Enfin, on s'éclate bien. On s'éclate vraiment bien. Écoute, j'ai envie qu'on finisse là-dessus. On s'éclate vraiment bien. Merci infiniment, Edgar, d'être venu aujourd'hui sur le podcast du marketing. Tu reviens évidemment, absolument, quand tu veux. Merci Estelle, ce sera avec grand plaisir. Puis on pourra parler marketing. Exactement. Bon, je crois que ça s'est entendu, hein. J'ai passé un super moment à discuter avec Edgar. Pour tout vous dire, on n'avait pas préparé grand-chose pour cet entretien. On y a été un peu à l'impro, comme Edgar aime bien faire. Et j'ai été très surprise par le sens qu'a pris notre discussion. Je pensais qu'on allait parler d'état d'esprit combatif, de compétition, de gagnant. Je m'attendais pas à parler de psychologie du talent et de passion. J'ai été, je vous l'avoue, assez bluffée par Edgar. Alors, je savais que notre discussion serait super intéressante, hein. Outre le fait qu'il soit un grand champion, j'avais suivi certains de ses webinaires, donc je savais qu'il avait des choses à dire. Mais j'ai trouvé qu'il a su soulever des questions essentielles et finalement universelles qu'on ne se pose pourtant pas nécessairement.
Je retiens 2 points essentiels, se poser la question de savoir de quoi on a besoin pour être bien et travailler ses forces 80% du temps et ses faiblesses seulement 20% du temps. Croyez-moi, ces 2 conseils de champion, je vais me les appliquer à moi-même et je vous souhaite d'en faire autant. Je vous dis à très vite.